Mes parents ont essayé de me voler ma maison pour mon frère bon à rien. Alors, je l'ai vendue à des promoteurs qui l'ont démolie sous leurs yeux. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous halluciner, mais très rapidement, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. Allons-y. Publication originale. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à choisir la vengeance nucléaire au détriment de la famille, mais nous y voilà. Je m'appelle James, j'ai 27 ans, et ce que je m'apprête à faire fera probablement de moi le méchant de l'histoire de ma famille pour des générations. J'ai accepté cela. Ce que je n'accepterai pas, c'est d'être manipulé, culpabilisé et soumis à un chantage affectif pour donner quelque chose que j'ai mis toute ma vie d'adulte à obtenir. Laissez-moi vous brosser un tableau de la situation. J'ai grandi dans une maison modeste avec mes parents, Robert, 57 ans, et Patricia, 55 ans, et mon jeune frère, Michael, 25 ans, Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions pas riches non plus. Mes parents avaient des emplois corrects, mon père dans l'industrie manufacturière, ma mère comme secrétaire d'école. Ils subvenaient à nos besoins, mais il y avait toujours ce message sous-jacent que la famille signifiait le sacrifice. Que l'individu passait après le bien collectif. J'ai adhéré à cette philosophie pendant la majeure partie de ma vie. À 16 ans, j'ai commencé à travailler dans une épicerie locale. À chaque paie, je donnais la moitié à mes parents pour aider aux dépenses du ménage. Quand j'ai obtenu des bourses d'études pour l'université, mes parents m'ont convaincu d'aller dans une université d'État voisine et de faire la navette depuis la maison, pour que nous puissions économiser de l'argent en tant que famille. Quand j'ai obtenu mon diplôme en informatique et décroché un emploi dans une start-up technologique, ils m'ont suggéré de continuer à vivre à la maison pour épargner pour l'avenir. Mais voici ce qu'ils ne m'ont pas dit. Pendant que je contribuais à hauteur de $1 500 par mois de loyer pour vivre dans ma chambre d'enfant, ils versaient secrètement cet argent à Michael. Voyez-vous, Michael était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Pendant que je travaillais les nuits et les week-ends pour conserver mes bourses, Michael échouait au community college. Pendant que je déboguais du code à 2 heures du matin pour respecter les délais, Michael mettait sa petite amie Jennifer enceinte à 22 ans. L'histoire de la maison a commencé il y a 2 ans. Ma grand-mère est décédée et m'a légué sa maison. Rien d'extraordinaire, juste une maison de plain pied avec 3 chambres dans un quartier correct. Elle me l'a spécifiquement léguée dans son testament, avec une note disant qu'elle était fière de mon éthique de travail et voulait récompenser le petit-fils qui avait fait preuve de responsabilité. Mes parents étaient furieux. Ils estimaient qu'elle aurait dû leur être laissée pour qu'ils la distribuent comme bon leur semblait. J'ai emménagé dans la maison immédiatement. Pour la première fois de ma vie, j'avais mon propre espace. J'ai rénové la cuisine avec mes économies, modernisé les salles de bain, remplacé le toit. J'ai transformé cette maison de plain pied datée des années 1960 en une maison moderne et confortable. Chaque amélioration que j'ai faite, je l'ai payée moi-même. Chaque week-end, je l'ai passé à peindre, à aménager le paysage, à réparer des choses avec des tutoriels YouTube et de la détermination. C'est là que les tentatives de culpabilisation ont commencé. Au début, c'était subtil. Maman mentionnait à quel point l'appartement de Michael était à l'étroit avec Jennifer et leurs 2 enfants, Nathan, 3 ans, et Emily, 1 an, Papa commentait nonchalamment à quel point le district scolaire de mon quartier était bon. Puis c'est devenu plus direct. Ils amenaient la famille de Michael pour le dîner et laissaient les enfants courir partout, en disant des choses comme « Ne serait-ce pas merveilleux si c'était votre jardin de tous les jours ?» Il y a 6 mois, ils ont abandonné toute prétention. Ils m'ont convoqué pour une réunion de famille et m'ont expliqué leur plan. Je devais céder la maison à Michael. Voyez-vous, avec 2 enfants et Jennifer de nouveau enceinte, ils avaient besoin d'espace. J'étais célibataire, je gagnais bien ma vie et je pouvais facilement me permettre un appartement. C'était mon devoir de grand frère de subvenir aux besoins de la famille. Ils ont vraiment utilisé les mots « héritage familial » et « poursuivre les vœux de grand-mère » sans sourciller. J'ai dit non. Fermement, clairement, sans équivoque, non. C'est là que la guerre psychologique a commencé.
Maman s'est mise à pleurer en disant qu'elle avait échoué en tant que mère si ses enfants ne pouvaient pas prendre soin les uns des autres. Papa m'a accusé d'être égoïste, d'oublier d'où je venais. Michael et Jennifer passaient, accidentellement, en voiture avec les enfants qui me faisaient tristement signe depuis leur siège auto. J'ai commencé à recevoir des textos avec des photos des enfants dans leur appartement exigu, avec des légendes comme « Nathan a demandé pourquoi oncle James a une si grande maison pour lui tout seul ». Le mois dernier, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont invité la famille élargie pour Thanksgiving et m'ont tendu une embuscade. Tante, oncle, cousin, tous avaient appris que je gardais égoïstement une maison familiale pour moi, alors que des enfants en avaient besoin. Ils ont organisé ce qu'on ne peut décrire que comme une intervention. Ma tante Linda a fait un discours sur le fait que ma grand-mère se retournerait dans sa tombe si elle savait que je choisissais les biens matériels plutôt que la famille. Mon oncle David m'a traité de moralement corrompu. La femme de Michael, Jennifer, a même eu l'audace de pleurer en disant que leurs enfants méritaient mieux qu'un appartement de 2 chambres. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée la semaine dernière. Je suis rentrée du travail pour trouver mes parents qui avaient utilisé leur clé d'urgence pour entrer. Ils faisaient visiter à Michael et Jennifer leur future maison. Jennifer mesurait les fenêtres pour des rideaux. Michael parlait de transformer mon bureau en chambre d'enfant. Les enfants sautaient sur mon canapé avec leurs chaussures tandis que ma mère souriait et disait « Ne vous inquiétez pas les enfants, tout cela sera bientôt à vous. » Je les ai tous mis dehors. J'ai changé les serrures le soir même. Et puis j'ai pris une décision qui, je le sais, entra mes relations familiales pour toujours, mais je suis en paix avec ça. J'ai mis la maison en vente, mais pas n'importe quelle vente. Voyez-vous, un promoteur immobilier rôde dans le quartier depuis 1 an, voulant acheter des propriétés pour construire des appartements de luxe. La plupart des voisins ont refusé car ils savent que cela changerait le caractère du quartier. L'offre qu'il m'a faite était obscène, presque le double de ce que la maison se vendrait normalement, car ma propriété est située sur un terrain d'angle de premier choix, parfait pour leur entrée. J'ai accepté l'offre hier. La clôture de la vente est dans 30 jours. Avec les bénéfices, j'ai déjà fait une offre sur un appartement de luxe dans un immeuble de haute sécurité en centre-ville. Le genre avec un portier, un accès par badge à l'ascenseur et des caméras partout. Le genre où on ne peut pas simplement passer à l'improviste sans être sur une liste. Le genre avec un syndic qui n'autoriserait jamais, au grand jamais, quelqu'un à faire des visites sans la permission explicite du propriétaire. Le genre où mes parents et Michael ne pourraient jamais, au grand jamais, se permettre de vivre, même en mettant toutes leurs ressources en commun. Je ne fais pas que couper les ponts. Je les bombarde au napalm, je sale la terre, et je construis un mur là où ils se trouvaient. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis que je leur ai parlé de la vente. Maman n'a pas cessé de pleurer. Papa m'a laissé un message vocal me traitant de déception et disant que je n'étais plus son fils. Michael a envoyé un texto disant que j'avais volé l'avenir de ses enfants. Jennifer a publié sur Facebook que certaines personnes choisissent l'argent plutôt que la famille. Clairement destiné à moi. Voici le truc. Ils ont raison de dire que je choisis l'argent plutôt que la famille. Mais ils m'ont montré que leur définition de la famille est une où je suis toujours celui qui sacrifie, toujours celui qui donne, toujours celui qui est utilisé. Ils voulaient prendre la seule chose que j'ai gagnée entièrement par moi-même et me la faire céder avec un sourire. Ils voulaient me manipuler pour que je sois leur pourvoyeur perpétuel, sans rien donner en retour que des critiques et de la culpabilité. Alors oui, je vends à des promoteurs qui vont démolir la maison de grand-mère et construire des appartements qui mettront à jamais les familles comme celle de Michael hors de portée. Oui, j'utilise cet argent pour construire une vie qu'ils ne peuvent pas toucher, dans laquelle ils ne peuvent pas se frayer un chemin par la culpabilité, qu'ils ne peuvent pas m'arracher par la manipulation. Oui, je choisis la rancune plutôt que la famille, et je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Mise à jour 2 semaines plus tard. La date de clôture est dans 2 semaines, et la situation a escaladé au-delà de ce que j'imaginais. Mais je dois vous raconter ce qui s'est passé cette semaine car cela a confirmé chacune de mes décisions. D'abord, la famille a découvert pour le promoteur. Mon cousin Kevin travaille à l'urbanisme de la ville et a vu les demandes de permis. Le promoteur ne construit pas seulement des appartements.
Il construit un complexe de luxe de 12 unités avec des loyers commençant à $3 000 par mois. La même maison que mes parents voulaient que je donne à Michael sera démolie pour faire place à des logements que personne dans ma famille ne pourrait jamais se permettre. Leur crise de nerfs a été spectaculaire. Mon téléphone a enregistré 47 appels manqués en 3 heures. Les messages vocaux allaient des sanglots de maman me suppliant aux diatribes enragées de papa, en passant par Michael menaçant d'une action en justice. La menace légale était particulièrement amusante, puisqu'il allait prétendre à une influence indue sur le testament de grand-mère 2 ans après sa mort et avec 0 preuve. Mais c'est là que ça devient intéressant. Jennifer a organisé une intervention familiale chez mes parents et ils ont exigé que je vienne. Je savais que c'était un piège, mais j'y suis allée quand même. Je voulais voir leur visage quand j'expliquerais toute l'étendue de ce qui se passait. Toute la famille élargie était là. Tante, oncle, cousins, même les parents de Jennifer étaient présents. Ils avaient préparé toute une présentation, littéralement. Michael avait un PowerPoint expliquant pourquoi je devais arrêter la vente. Il contenait des photos des enfants l'air tristes, un arbre généalogique montrant comment la maison de grand-mère était dans la famille, elle l'a achetée en 1962, une ventilation des finances de Michael montrant qu'il ne pourrait jamais se permettre une maison, des captures d'écran de mon LinkedIn montrant ma fourchette de salaire, et un « plan d'équité » proposé où je vivrais au sous-sol de ma propre maison pendant que la famille de Michael prendrait les étages supérieurs. Je les ai laissés présenter tout leur argumentaire. La mère de Jennifer, Sharon, a carrément dit que je détruisais le rêve américain en vendant à des promoteurs. Ma tante Sandra m'a traité de traître à la mémoire de ma grand-mère. Le meilleur ami de Michael, Anthony, qui n'était même pas de la famille mais était là pour le soutien moral, m'a accusé d'être tout ce qui ne va pas avec le capitalisme. Quand ils ont enfin terminé, je me suis levée et j'ai sorti mon téléphone. Je leur ai montré l'annonce de mon nouvel appartement. 23e étage, baie vitrée, service de conciergerie, salle de sport, piscine et jardin sur le toit. Un prix qui a fait tomber toutes les mâchoires. C'est ce que j'achète avec la vente, ai-je dit. Et avant que vous ne demandiez, l'immeuble a des règles strictes. Tous les visiteurs doivent être approuvés par les résidents 24 heures à l'avance. Le syndic n'autorise pas les enfants de moins de 16 ans dans la piscine sans surveillance. Il n'y a pas de stationnement dans la rue. Le parking visiteur coûte $30 de l'heure. Les transports en commun les plus proches sont à 20 minutes à pied. La pièce a explosé. Maman est littéralement tombée à genoux, suppliant de reconsidérer. Papa a frappé un mur, se cassant la main. Nous avons dû appeler une ambulance. Michael a essayé de m'arracher physiquement le téléphone des mains pour effacer quelque chose. Je ne sais pas trop ce qu'il pensait accomplir avec ça. Jennifer s'est mise à crier que j'étais un monstre qui détestait les enfants. Mais la meilleure partie, mon oncle Richard, qui est agent immobilier, n'a pas pu s'en empêcher. Il m'a pris à part et à chuchoter, cet appartement va prendre 20% de valeur dans les 5 prochaines années. Investissement intelligent. Même au milieu de la crise familiale, la cupidité l'a emporté. Je suis partie pendant le chaos de l'ambulance. Alors que je marchais vers ma voiture, ma cousine adolescente Mélissa m'a suivie. Elle a 16 ans, est silencieuse, toujours plongée dans ses livres. Elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Ils ont fait la même chose à ma mère quand grand-père est mort. Ils l'ont culpabilisée pour qu'elle renonce à sa part d'héritage. Elle le regrette depuis 15 ans. Bravo à toi de t'en être sorti. La vente se poursuit comme prévu. Le promoteur a commencé à planifier la démolition pour le lendemain de la clôture. Ils vont vite quand il y a de l'argent à faire. Mise à jour 2, jour de la clôture. Aujourd'hui, c'était le jour de la clôture. J'écris ceci depuis un hôtel car je devais être sorti de la maison avant 17 heures. Demain, les bulldozers arrivent. Mais laissez-moi vous raconter la folie absolue qu'a été cette journée. Ce matin, je me suis réveillée pour trouver toute ma famille postée devant ma maison. Pas seulement mes parents et Michael. On parle d'environ 30 personnes avec des pancartes. De vraies pancartes de manifestation. Sauver la maison de grand-mère. La famille avant le profit. James se fiche des enfants. Ils avaient appelé les nouvelles locales. Il y avait littéralement un camion de reportage là.
Quand je suis sortie pour prendre mon journal, la journaliste, une jeune femme nommée Heather, m'a mis un micro sous le nez et m'a demandé ce que je ressentais à l'idée de détruire un héritage familial pour le profit. J'aurais pu rentrer à l'intérieur, j'aurais pu refuser de commenter. Au lieu de ça, je leur ai donné exactement ce qu'ils voulaient. Une déclaration. Ma grand-mère m'a laissé cette maison spécifiquement parce qu'elle savait que je prendrais des décisions responsables. Ma famille proteste parce qu'elle se sent en droit d'avoir une propriété qu'elle n'a pas gagnée, pas entretenue et dont elle n'a pas hérité. Ils ne protestent pas contre la perte d'un héritage. Ils protestent contre la perte d'une maison gratuite qu'ils prévoyaient de me prendre par manipulation émotionnelle. S'ils se souciaient de l'héritage familial, ils m'auraient aidé avec les 30 000 $ de réparation que j'ai investis dans cet endroit. Au lieu de ça, ils ne se sont montrés que lorsqu'ils voulaient les clés. La journaliste avait l'air stupéfaite. Ma famille avait l'air meurtrière, mais je n'avais pas fini. Cette même famille a laissé ma grand-mère vivre seule les 5 dernières années de sa vie, lui rendant visite peut-être une fois par mois. J'étais ici tous les week-ends pour réparer ses robinets qui fuyaient, la conduire à ses rendez-vous chez le médecin, jouer aux cartes avec elle quand elle se sentait seule, alors s'il vous plaît, parlez-moi encore des valeurs familiales. Le reportage n'a jamais été diffusé. Il s'avère que dépeindre un homme qui travaille comme un méchant parce qu'il ne donne pas sa maison à sa famille de profiteurs ne fait pas une télévision sympathique. La clôture elle-même était à 14 heures. J'avais engagé des agents de sécurité, oui, de vrais agents, pour m'escorter car je craignais sincèrement ce que ma famille pourrait faire. Bonne chose, d'ailleurs, car Michael s'est présenté avec 3 amis pour tenter de bloquer ma voiture. La sécurité a géré la situation professionnellement, mais l'ami de Michael, Brian, fait maintenant face à des accusations d'agression pour avoir tenté de frapper l'un d'eux. Chez le notaire, tout s'est bien passé jusqu'à ce que nous sortions. Le promoteur, M. Thompson, a mentionné nonchalamment que la démolition commencerait à cette heure précise demain matin. Il avait invité quelques membres du conseil municipal pour un premier coup de masse symbolique, car ce serait le plus grand projet de luxe du quartier. C'est là que j'ai réalisé que ma famille n'était pas au courant de la cérémonie. J'aurais pu me taire. J'aurais dû me taire. Au lieu de ça, j'ai envoyé un texto au groupe de discussion familiale. Pour tous ceux qui sont intéressés à dire au revoir à la maison de grand-mère, la cérémonie de démolition est à 7 heures demain matin. Le conseil municipal sera là pour les photos. Les réponses ont été immédiates et allaient de l'incrédulité à la rage, en passant par des supplications désespérées. Maman a essayé d'appeler le promoteur pour l'arrêter. Papa a menacé de s'enchaîner à la maison. Michael a dit qu'il obtiendrait une injonction d'urgence. Jennifer a publié sur toutes les plateformes de médias sociaux sur la destruction sans cœur des maisons familiales pour la gentrification. Rien de tout cela n'avait d'importance. La vente était conclue. Le chèque était sur mon compte. Mes affaires étaient en garde-meuble. Et demain, j'aurai les clés de mon nouvel appartement. Alors que j'écris ceci depuis ma chambre d'hôtel, je peux voir le groupe Facebook de la famille, dont ils ne m'ont pas encore retiré, organiser une manifestation à 6 heures du matin à la maison demain. Ils pensent que s'ils viennent en nombre, ils pourront arrêter les bulldozers. Ils ne le peuvent pas. Le promoteur a déjà eu affaire à ça. Il a déjà la police en attente et des injonctions légales contre toute interférence. Il m'a montré les papiers. Il est méticuleux. Demain, la maison de grand-mère tombe. Lundi, la construction des appartements de luxe commence. Et dans une semaine, je siroterai mon café sur mon balcon du 23e étage, regardant une vue de la ville que ma famille ne verra jamais. Mise à jour 3, jour de la démolition. J'écris ceci depuis mon nouvel appartement. J'ai emménagé il y a 3 heures. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de ce matin. Je suis arrivée à la maison à 6h45. La famille était déjà là. Tous. Ils avaient fait plus de pancartes. Quelqu'un avait apporté des chaises de camping. Jennifer avait mis aux enfants des t-shirts assortis avec des photos de la maison dessus. C'était comme une veillée funèbre pour un bâtiment. L'équipe du promoteur est arrivée à 6h50 avec 2 voitures de police. Au moment où les policiers sont sortis, la bravade de la famille s'est évaporée. Voyez-vous,
Les manifestants sont courageux jusqu'à ce que les conséquences apparaissent. Monsieur Thompson, le promoteur, avait en fait apporté du café et des beignets pour tout le monde. Une manœuvre de relations publiques, mais intelligente. Il a fait un discours sur le progrès et le développement communautaire. C'était du baratin d'entreprise, mais ça a donné aux caméras de télévision, oui, 3 se sont présentées cette fois, quelque chose à filmer autre que la crise de nerfs de ma famille. À cette heure précise, le maire s'est présenté pour le premier coup de masse symbolique. Mon père a tenté de se précipiter pour l'arrêter et a été immédiatement maîtrisé par la police. L'image de mon père de 57 ans retenu tout en pleurant était aux nouvelles du soir. Le titre était « Un projet immobilier local déclenche une guerre de famille ». Ils n'ont toujours pas dépeint ma famille de manière sympathique. Le premier coup de masse était décevant. Il a fait un petit trou dans la porte du garage, mais c'était suffisant. Le trou qui représentait la fin de tout ce que ma famille avait comploté et manigancé. Michael a craqué. Il s'est effondré en larmes, est tombé à genoux dans le jardin et a dû être réconforté par Jennifer. Leurs enfants étaient confus et effrayés. Ma mère a vieilli de 10 ans en 10 secondes. Elle m'a regardé avec une telle haine que j'ai reculé d'un pas. « Tu es mort pour moi », a-t-elle dit, pas crié, dit calmement, avec une certitude absolue. « Tu n'es pas mon fils. Tu ne l'as jamais été. Un vrai fils aurait. Une vraie mère, les jeux interrompus, n'aurait pas essayé de voler son propre enfant. » La démolition réelle a duré 6 heures. La famille est restée pendant tout ce temps. Ils ont regardé chaque mur tomber, chaque souvenir être réduit en décombres. Quelques voisins sont sortis pour regarder aussi. Madame Patterson d'accent grave côté m'a même remercié. Apparemment, elle vendra au promoteur le mois prochain pour le même prix gonflé. À 14 heures, la maison de grand-mère était un tas de débris. À 15 heures, je signais le bail de mon appartement. À 16 heures, j'étais dans ma nouvelle maison, regardant la ville à travers des baies vitrées, tenant la première tasse de café que je faisais dans ma nouvelle cuisine. Le groupe de discussion familiale a explosé vers 17 heures. Apparemment, Jennifer avait cherché mon immeuble en ligne et découvert que les charges de copropriété étaient plus élevées que leur loyer mensuel. Elle a posté des captures d'écran avec des légendes sur l'excès, la cupidité et l'égoïsme. Puis, Michael a posté quelque chose qui m'a fait éclater de rire. Nous nous serions occupés de cette maison. Elle serait restée dans la famille pour des générations. Non, Michael. Tu aurais détruit cette maison comme tu détruis tout ce qu'on te donne. En un an, le garage aurait été plein de ton équipement d'entreprise raté. La cour aurait été jonchée de jouets cassés. La cuisine que j'ai rénovée aurait eu des trous dans les murs pendant une de tes crises de colère. J'ai vu comment tu traites ton appartement actuel. La maison est partie. À sa place, il y aura quelque chose que ma famille ne pourra jamais toucher, jamais me culpabiliser de donner, jamais m'arracher des mains par la manipulation. Et je suis assis ici, 23 étages plus haut, complètement en paix avec ça. Mise à jour finale, 3 mois plus tard. Cela fait 3 mois depuis la démolition, et je dois partager cette dernière mise à jour car les conséquences ont dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Premièrement, ma situation de vie. L'appartement a été tout ce que j'espérais. Le portier me connaît par mon nom. La salle de sport est vide quand j'y vais à 5 heures du matin. Le jardin sur le toit est devenu ma retraite du soir. J'ai organisé des dîners pour mes amis, mes vrais amis, pas ma famille, et tout le monde commente la vue. Je suis en paix d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais laissez-moi vous dire ce qui est arrivé à tous les autres. Michael et Jennifer divorcent. Il s'avère que lorsque Jennifer a réalisé que la maison gratuite n'arriverait jamais, elle a aussi réalisé qu'elle ne voulait pas rester dans un appartement de 2 chambres avec 3 enfants et un mari qui n'a pas gardé un emploi plus de 6 mois. Elle est retournée vivre chez ses parents, emmenant les enfants. Michael vit maintenant chez nos parents, dormant dans sa chambre d'enfant à 25 ans. L'ironie est savoureuse. Mes parents font face à leur propre crise. Voyez-vous, ils étaient si confiants d'obtenir ma maison qu'ils avaient fait des plans. Ils avaient déjà dit à leurs amis qu'ils allaient prendre leur retraite anticipée une fois que Michael emménagerait dans la maison familiale et qu'ils pourraient vendre leur maison actuelle pour financer leur retraite.
Ils avaient même versé un acompte sur un camping-car pour leur voyage de retraite. Non, ils sont coincés avec Michael vivant à la maison. Aucune épargne retraite à proprement parler, rappelez-vous tout cet argent qu'ils ont versé à Michael au fil des ans, et une situation de gendre qui implose. Papa a dû prendre des heures supplémentaires au travail. Maman a essayé de vendre des produits de marketing de réseau sur Facebook pour joindre les deux bouts. La famille élargie s'est divisée en deux camps. La moitié pense que je suis un monstre. L'autre moitié, curieusement, la moitié la plus prospère, m'a discrètement contacté pour dire qu'elle comprenait et soutenait ma décision. Oncle Richard, l'agent immobilier, m'a même envoyé une carte de félicitations pour mon excellent investissement. Ma cousine Mélissa, l'adolescente qui m'a soutenue lors de l'intervention, m'a demandé si elle pouvait m'interviewer pour sa dissertation de candidature à l'université. Le sujet, s'opposer à la pression familiale et définir sa propre réussite. Ses parents ne savent pas qu'elle est en contact avec moi. Mais voici la partie vraiment gratifiante. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de Monsieur Thompson, le promoteur. Les appartements de luxe sont en avance sur le calendrier. Ils ont déjà une liste d'attente pour les locations. L'unité d'angle, qui se trouve exactement là où était la cuisine de grand-mère, vient d'être louée pour 3 500 $ par mois à un cadre de la tech qui déménage de San Francisco. Il m'a aussi dit quelque chose qui m'a fait rire aux larmes. Michael avait contacté leur bureau pour demander s'il y avait des réductions familiales disponibles puisque c'était la terre de sa grand-mère. La secrétaire a cru que c'était un canular téléphonique. Hier, j'ai reçu une lettre de maman, une vraie lettre physique. C'était 10 pages de culpabilité, de manipulation et de réécriture de l'histoire. Elle prétendait que j'avais détruit la famille, que grand-mère aurait honte, que je mourrais seule et mal aimée. La dernière ligne était « Quand tu seras vieux et que tu auras besoin de ta famille, ne viens pas pleurer chez nous ». J'ai encadré cette lettre. Elle est sur mon bureau, où je peux la voir tous les jours. C'est un rappel de ce à quoi j'ai échappé. Jennifer m'a contacté le mois dernier pour me demander si je pouvais lui prêter de l'argent pour un avocat. Elle semblait penser que parce que j'avais gagné, je pourrais me sentir généreux. Je lui ai rappelé toutes les fois où elle a mesuré mes fenêtres pour des rideaux qui n'y pendraient jamais. Elle m'a bloqué après m'avoir traité de tous les noms. Michael a essayé de me contacter 2 fois. Une fois pour menacer d'un procès, son avocat lui a ri au nez quand il a entendu les faits, et une fois pour demander si j'envisagerais d'être une référence pour une candidature d'emploi. L'audace est presque admirable. Le site de démolition est maintenant un magnifique chantier de construction. Ils ont posé les fondations et on peut voir la forme de ce qui s'en vient. Ce sera magnifique, moderne, élégant, tout ce que le vieux quartier n'était pas. Le genre d'endroit dont les jeunes professionnels rêvent. Le genre d'endroit dont ma famille ne pouvait que rêver. Certains pourraient dire que j'ai tout perdu, mes parents, mon frère, la plupart de ma famille élargie. Mais voici ce que j'ai gagné. La paix. Une paix authentique, profonde, de l'âme. Je me réveille sans anxiété. Je rentre à la maison sans appréhension. Je fais des projets sans me demander à qui je devrais m'excuser ou pour qui je devrais payer. Je construis un patrimoine au lieu de financer les mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. Hier soir, j'étais sur mon balcon à regarder le coucher de soleil sur la ville. Mon téléphone était silencieux. Pas de culpabilisation, pas de texto manipulateur, pas de demande d'argent d'urgence. Juste le silence et la paix. J'ai pensé à grand-mère. Pas la version que ma famille a créée, la sainte qui aurait voulu que je sacrifie tout, mais la vraie femme. Celle qui a travaillé 2 emplois pour acheter cette maison. Celle qui m'a dit un jour, « James, les sangsues te saigneront à blanc si tu les laisses faire. » Elle savait exactement ce qu'elle faisait en me laissant cette maison. Ce n'était pas seulement une propriété. C'était un test. Et peut-être que la vendre à des promoteurs qui la démoliraient n'était pas ce qu'elle avait imaginé, mais je pense qu'elle comprendrait. Parfois, la seule façon de se sauver des parasites est de brûler ce qu'ils veulent infester. Je m'appelle James. J'ai 27 ans. Je vis dans un appartement de luxe que ma famille ne peut pas se permettre de visiter. Je dors profondément dans des draps chers. Je construis un avenir qui est entièrement le mien et je ne regrette absolument rien.
La maison que la rancune a construite n'est pas l'appartement que j'ai acheté. C'est la vie que j'ai créée. Une vie où la manipulation n'a aucun pouvoir. Où la culpabilité n'est qu'un mot. Et où la famille est définie par le respect, pas par le sang. À ceux qui disent, je le regretterai quand je serai plus vieux. Peut-être, mais j'en doute. Je préfère risquer un regret futur que de garantir une misère présente. Je préfère être seul par choix qu'entouré de profiteurs. Je préfère être le méchant dans leur histoire que la victime dans la mienne. Les promoteurs viennent de m'envoyer un aperçu des appartements finis. Ils l'appellent « les jardins grand vue ». J'ai ri du nom jusqu'à ce que je réalise quelque chose. De mon balcon, je peux voir le chantier de construction. J'ai littéralement une vue grandiose sur les jardins qui pousseront là où se trouvait autrefois la maison de ma grand-mère. Peut-être que c'est une justice poétique. Peut-être que c'est juste une coïncidence. Quoi qu'il en soit, chaque matin, je bois mon café et je regarde le soleil se lever sur l'espace où le droit que s'arrogeait ma famille est mort et où ma liberté est née. Plus de mise à jour après celle-ci. Il n'y a plus rien à dire. Les ponts ne sont pas seulement coupés. Ils ont été démolis, emportés et remplacés par quelque chose de mieux. Quelque chose à moi. Quelque chose qui ne pourra jamais m'être enlevé par les larmes, la culpabilité ou la manipulation. Bien vivre n'est pas la meilleure des vengeances. Vivre libre, ça l'est.